Bonjour les amis, salut David. Salut. Salut Sébastien. Bonjour. Nous sommes mardi aujourd'hui, puisqu'hier c'était férié, le dernier jour férié de cette année. Alors, on va passer de nouveau la semaine ensemble pour parler des fruits et légumes de Corse. Et on va parler aujourd'hui de la pêche, pourquoi pas, puisqu'on va rentrer dans la saison. Là. Elles arrivent d'ailleurs, elles sont arrivées je crois, Sébastien. Alors, c'est un peu tôt, non? Non, pas encore. C'est plutôt fin de l'été, on va dire. Elles ont fleuri à la fin du printemps et à partir du mois de juillet plutôt. Il y en a des pêches, mais bon, c'est pas la bonne période encore. Non, j'en ai vu, ouais, mais c'est vrai qu'elles sont pas encore. Il peut y en avoir sur les étals dans des régions plus chaudes où elles ont fleuri un petit peu avant, mais on va plutôt les trouver chez nous normalement de juillet à septembre. Donc là, c'est vrai que cette année, il fait un petit peu plus chaud, donc peut-être qu'il y aura des pêches un petit peu plus tôt. Comme d'habitude, d'où ça vient la pêche? Ça vient de Chine, comme très souvent sur la plupart sur les fruits qu'on mange. C'est un fruit qu'on retrouve en sauvage déjà 500 ans avant notre ère, donc encore une fois un fruit très ancien. Donc en Chine, en Chine à cet endroit-là, et il a été rapporté par Alexandre le Grand. Il est passé par la Perse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le nom latin, c'est Prunus persica. Et appartient à la grande famille des rosacées, dans laquelle on va trouver le rosier, l'églantier, l'aubépine et encore beaucoup d'autres choses, une grande famille. Mais Alexandre, il a été jusqu'à l'Himalaya, il n'a pas été plus loin, c'est-à-dire que très certainement le fruit a été apporté. Oui, alors le fruit, il apparaît en Chine, donc 500 ans avant notre ère, et après on le retrouve dans toute l'Asie. Dans toute l'Asie et dans toute l'Inde. Et ensuite, par sélection variétale, on a toutes les variétés qu'on connaît qui arrivent jusqu'à chez nous. La pêche plate, qui est une sélection chinoise qui a plus de 2000 ans. C'est bon la pêche plate. Elle est blanche aussi. Qui est vraiment un type à part. Il y a plusieurs types de pêche plate. Elle a la chair jaune aussi. Apparemment, il y a plusieurs. La pêche de Pavie, ça s'appelle. La pêche Pavie plutôt. Ça a été sélectionné il y a 2000 ans, donc il y a vraiment plusieurs types de pêche plate. Mais probablement on les trouve plus facilement en Chine. Après il y a nos pêches qu'on connaît qui sont duveteuses et qui ont le noyau qui se décolle de la chair. Et après il y a ces croisements tardifs qu'on appelle nectarine et brugnon, qui sont deux choses différentes et qui sont beaucoup plus récents. Nectarine et brugnon, ce sont des variétés de pêche. Ce sont des variétés de pêche, ce sont des pêches. Ce sont des pêches, mais qui ont été croisées. Alors peut-être avec des prunes, peut-être avec d'autres choses. Je sais pas exactement, ou des sélections de fruits avec la chair plus lisse, avec la peau plus lisse, pardon. Mais ça appartient aux pêches. Ensuite, il y a des types de pêche. On pense que c'est des variétés, mais en fait, c'est des types de pêche. Je pense notamment aux pêches de vigne, qu'on connaît bien chez nous. Mais en fait, il y a plusieurs pêches de vigne. Et c'est souvent des variétés de pêche qui vont faire leurs fruits en même temps que la récolte de la vigne. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle pêches de vigne. En général, c'est des petits fruits. Donc voilà, je crois qu'il y a souvent pareil à chair un peu plus clair, mais non, alors on en trouve avec une chair sanguine. Ouais, sanguine, voilà. Le mot c'est sanguine. Ouais. Elle est plus sucrée un peu que la pêche. Alors c'est pareil, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs variétés. Effectivement, souvent c'est ce qui revient, que c'est un fruit plus sucré. En tout cas, on compte au moins, en tout cas sur la France et sur l'Europe, entre 300 et 400 variétés de pêche. Et il y en a probablement beaucoup plus que ça, si on compte toutes les variétés perdues, toutes les variétés anciennes qu'on va retrouver de par le monde. Comment ils font pour ramasser les pêches qui ont une couleur, je dirais à maturité, et le fruit qui n'est pas mûr? Je pense que c'est ramassé ainsi pour des questions de conservation et de transport. Ouais. Des fruits qui vont pas s'abîmer pendant le transport. Et donc je suppose que c'est des variétés qui sont sélectionnées pour ces caractéristiques-là. Couleur, tu vois la pêche. Présentation valable. Elle est valable et on dirait une pomme quand tu le... Et c'est beaucoup plus facile de transporter une pêche qui a ces caractéristiques-là. Ouais. Comme pour la tomate, on en a souvent parlé. Hein, ce qui va déterminer les conditions de la sélection de la variété, c'est la commercialisation que le goût
ou les bienfaits pour la santé. Et est-ce qu'on peut faire mûrir ces pêches une fois qu'on les a ramassées? Elles vont avoir tendance à mollir, mais elles vont pas continuer à mûrir, contrairement aux pommes. Ouais. D'où l'intérêt de consommer, si possible, les fruits et légumes de notre région. Et dans la bonne saison. Dans la bonne saison, mais ça peut être oui et non. On est tout à fait capable chez nous de cultiver aussi des fruits de variétés pas terribles et dans de mauvaises conditions. Donc même là, il faut quand même être attentif et choisir. Le pêcher, c'est dur à. Oui, c'est assez difficile à mener à bonne production, je dirais. Oui, parce que c'est un fruit, c'est quand même un arbre qui est assez fragile, surtout, en tout cas, les variétés qu'on va retrouver dans les jardins, classiquement, tout le monde dit, ah, mon pêcher, il a la cloque. C'est un fruit qui est quand même un arbre qui est quand même assez fragile. Il y a des variétés qui sont plus résistantes, il y a des variétés, il y a des méthodes qui font que les variétés vont être plus résistantes aux insectes, parce qu'on va avoir plus de biodiversité, on en a souvent parlé. Mais les monocultures de pêcher sont très fragiles et réclament beaucoup de pesticides. Beaucoup de pesticides. C'est un des fruits les plus traités. Ce serait la pomme, mais c'est très traité. Le pêcher est très traité. Et si on ne traite pas, on passerait entre guillemets à côté de la production. Sur la monoculture, en tout cas, oui, et sur ces variétés-là, oui. Alors, il y a des alternatives qui demandent à être recherchées, à être mises en place, parce que sur ce type de monoculture, c'est vraiment pas facile de travailler sans traitement. Ça existe, puisqu'il y a des pêches bio, mais ça va de la technique la plus coûteuse et la moins rentable, c'est-à-dire mettre des filets complets, insect-proof, donc pas d'insectes qui passent, jusqu'à utiliser des traitements non toxiques, des traitements insecticides bio. Là encore, c'est assez compliqué. Donc on va pas conseiller, j'irais, à un jardinier du dimanche ou qui a un petit bout de jardin. Moi je dirais oui quand même. Ouais, quand même, ouais. Parce que si on a pêchés. Moi j'en ai quelques-uns, j'ai des variétés. Alors j'en parlerai peut-être si on continue cette émission. Demain. Ouais. Mais moi j'en ai, je pense, une dizaine sur ma parcelle en maraîchage. Donc au milieu de mes légumes, sur mes zones de culture de légumes, j'en ai, et ils ont eu effectivement quelques cloques, mais là ils se portent plutôt bien, sans trop de maladies. Globalement, j'ai pas trop de problèmes, hormis une ou deux variétés sur ces fruits-là. Alors on va voir dans le temps, il faut quand même 7 ans avant qu'un pêcher produise. Après, il faut être patient là. C'est facile par contre de partir d'un noyau. On se prend un gros pot, on met des galets dessous, on met un peu de terre, on met plusieurs noyaux dedans, et puis vous avez de fortes chances qu'il y ait au mois d'août, quand on commence à avoir des... Tout simplement. Voilà, vous mettez dans les dedans. Et c'est long avant d'avoir des fruits. Alors peut-être des fois au bout de 4-5 ans on a quelques fruits. Et avant vraiment d'avoir une production intéressante. Mais si on achète un arbre déjà... Si on achète un arbre déjà grand, il va quand même y avoir quelques années, peut-être 3 ans. Parce que le temps qu'il fasse ses racines, qu'il s'implante, et ensuite qu'il grandisse suffisamment. En général, c'est des arbres de 3 ans qu'on achète de 3 ans. Et toi, la pêche en cuisine, tu dois en avoir, David. On en trouve dans les salades de fruits, beaucoup dans les salades de fruits. Salade de fruits, salade de pêche verveine. On cuit les pêches avec un sirop de verveine, ça marche très très bien. La pêche melba qui est connue, bien sûr. Un des desserts les plus classiques et les plus connus. Et moi j'aime bien aussi la pêche rôtie au miel. Bon, alors il faut faire un peu attention au sucre, parce que quand tu as une pêche bien sucrée et que tu rajoutes du miel pour la rôtir, ça peut vite devenir très sucré et très dérangeant. Mais aussi, je fais aussi des glaces avec la pêche. On en parlait des pêches de vigne. On achète souvent, nous, des purées de fruits pêche de vigne qui sont déjà pressés et sans ajout de sucre, et on fait nos glaces avec. Ou alors, souvent, on a des... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, comment ils font pour avoir des plateaux de pêche durs et belles en aspect, c'est totalement inutilisable. Ni en fruits, ni en salade de fruits, ni en pâtisserie. Donc, on essaie de sélectionner pareil... quelques fruits pour faire une belle tarte aux pêches pistache par exemple, ça marche très très bien, c'est assez sympathique. Il y a plusieurs possibilités, et j'aime bien aussi les mélanger dans une salade de légumes, mélangée avec des pêches bien juteuses. Je préfère la pêche orange à la pêche blanche. La pêche blanche, je la trouve un peu trop filandreuse. Enfin, tu me diras, ça dépend aussi il y a peut-être il doit y avoir des... On en parlera. Moi j'en ai une, j'ai vraiment hâte de te la faire. Mais je l'avais fait goûter, non, la pêche pomme. Oui, je l'ai goûté. On parlera de la pêche pomme demain.
puisque cette émission touche à sa fin. Demain, on parlera de la pêche pomme et puis de toute la famille de la pêche. Exactement, il y a la nectarine, le brugnon, etc. Il y a plein de choses à dire sur la pêche et on continuera de parler de ce fruit donc dès demain, parce qu'on a la pêche cette semaine dans cette émission. Jeu de mots pourri, mais bon, c'est pas grave. On t'aime bien quand même. Voilà. À demain, les amis, pour une nouvelle émission. À demain. Bonjour David. Bonjour. Salut Sébastien. Bonjour. On parle de la pêche depuis hier, donc ce fruit qui nous vient de Chine, on l'a bien compris, qui a été ramené en Europe par Alexandre le Grand, si on a bien suivi l'historique donc de si les historiens ne mentent pas. Voilà, si les historiens ne mentent pas. Bon, entre-temps, ça s'est bien développé, notamment sur le pourtour méditerranéen, parce que c'est un fruit qui a besoin de chaleur. Voilà. Bon, on en trouve partout dans le monde. Non, peut-être pas en Scandinavie, je pense pas qu'on trouve. Peut-être sur une serre chauffée. Ouais, voilà, il faut de la chaleur, effectivement. Voilà. Oui, et donc on va en trouver aux États-Unis, on va en trouver... il doit y en avoir en Amérique du Sud, on en trouve dans le monde anglo-saxon quand même, hein. Il doit y avoir des pêchés en Angleterre comme dans le sud de l'Angleterre. Il y a une variété pêche corse pour la pêche, je sais pas, souvent on m'avait dit ça de la pêche de vigne, mais on la retrouve quand même dans les autres régions. Arriver à certifier que c'est un fruit qu'on va trouver, alors il y a cette pêche qu'on a à Tavers. Alors là, du coup, je peux en parler parce que si un auditeur m'entend, il y a des infos sur cette pêche. Donc la Cataver, ils appellent la pêche pomme. Donc oui, la fameuse pêche pomme. La fameuse pêche pomme qui est d'apparence vraiment ressemble à une pomme, jaune, complètement jaune. Y compris la consistance, quand on touche, c'est dur comme une pomme. Le fruit est assez ferme, effectivement. Donc à maturité, il reste ferme. Donc ça ressemble plus à une nectarine d'ailleurs. La peau est lisse comme celle d'une nectarine. Sur le dessus, effectivement, la fente du fruit ressemble à la fente d'une pêche. L'odeur rappelle plus celle d'une pêche que celle d'une nectarine. Et le goût, c'est entre la pêche et la mirabelle. Et en tout cas, moi, les gens avec qui j'ai discuté, qui m'avaient donné les noyaux et fait goûter les fruits et donné des plants, ils m'ont dit on trouve ça qu'à Tavers. Quand on le trouve ailleurs, on s'aperçoit que c'est des gens de Tavers qui l'ont donné ou qui l'ont fait voyager. Et je ne l'ai pas retrouvé ailleurs, ni sur des catalogues de vendeurs de plants, ni sur des catalogues de botanique. Tu l'as replanté. Et moi, j'en ai, je crois que je dois en avoir peut-être une dizaine de pieds. Mais tu imagines que, Sébastien, tu as peut-être des pêches uniques au monde. Peut-être pas uniques au monde, j'aimerais bien savoir d'où elles viennent. Non, mais vraiment. En tout cas, tu en as trouvé nulle part ailleurs. Voilà, j'en ai trouvé nulle part ailleurs, et c'est pour ça que je cherche encore. Hein. Alors, j'ai fait de recherches sur Internet. Le nom corse. Pardon ? Le nom corse. Prascula, mais ils appellent ça. Prascula. La pêche, et la mille, la peau. Ouais, ben c'est ça. Hein. Alors, Sébastien a parlé de quelque chose d'assez important, je pense, lorsqu'on parle de pêche, c'est la peau. Oui. J'ai l'impression, parce qu'il y en a qui continuent d'éplucher la pêche, mais vraiment le goût de la pêche, pour bien savourer une pêche, il faut manger la peau avec. Et c'est peut-être le fruit où la peau a le plus son importance. Je sais pas, David, toi qui es spécialiste des saveurs, si tu partages cet avis. Alors, si on part du principe que les pesticides restent sur la peau, y compris quand on lave, y compris parce que presque à un demi-centimètre de la chair. Les cultivateurs, enfin les gens qui cultivent, quand ils mangent une pomme, il épluche bien profond. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc les pêches, c'est pareil. Voilà, on le prend en bio. Voilà, on le prend en bio. Mais c'est terrible hein, quand même. Hein. Oui, c'est terrible. Non mais là, c'est moi, ce qui me dérange quand je croque une pêche, ça me donne une sensation bizarre entre les dents. Je sais pas si ça vous le fait. Alors je suis incapable de toucher une peau de pêche, de ramasser une pêche, de prendre une pêche dans ma main, donc a fortiori encore moins de... C'est pas possible, il a des pêches uniques au monde et il est incapable... Alors mais non, c'est pour ça qu'à son Napoli, ça m'intéresse. Elles ont une peau de nectarine. Je peux pas, tout ce qui est duveteux, tout ce qui est cet aspect velours, je suis incapable de toucher ces matières-là, mais vraiment... Et pourtant je trouve que... Et toi tu croques facilement une pêche. Je trouve qu'en bouche... Ça rajoute quelque chose. Ouais, oui, sûrement, tu as peut-être un peu d'acidité, un peu de velours. De toute façon, la texture. La peau contient des vitamines, la peau contient des choses intéressantes pour la santé aussi, et des saveurs, effectivement. Bien sûr. Mais il faut que ce soit bio, sinon, effectivement. Et voilà, c'est pour ça que c'est le combat qu'on mène, il faut que ça soit bio. Parce que sinon, effectivement. Il vaut mieux éplucher vraiment. Quand tu manges un fruit ou un légume qui a subi. Les attaques des pesticides, et puis tu manges les pesticides. Alors voilà, surtout les arbres fruitiers, avec les fraises, c'est là où il y en a le plus, quoi. Je me demande comment... Les fraises, on peut pas éplucher la fraise, mais... Voilà, mais du coup, on peut les acheter bio, et les arbres fruitiers, si vous devez prendre qu'une seule chose en bio dans toute votre consommation, ce sera les fruits. Ce sera les fruits frais. Parce que là, vraiment, ils sont en contact direct avec... c'est pas comme les légumes où c'est plus la terre qui... C'est ça, hein, en gros Non, sur les légumes aussi, ça peut être le cas. Hein. Oui. Les fongicides, les insecticides se retrouvent directement. Et ils parlent il y a des seuils. Si on est en dessous les seuils, ça va.
considère que vous pouvez vous empoisonner un petit peu, c'est pas trop grave, votre corps est capable de le tolérer. C'est sur quoi on est en ce moment. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ne prennent pas en considération que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est une des polémiques qui n'a pas encore été tranchée par la science. Beaucoup de gens pensent que c'est logique. Hein. On avait déjà eu cette discussion. Après tout, on considère que l'homéopathie à des doses très faibles peut avoir un impact sur le corps humain. Donc, pourquoi on considérait qu'à des doses plus fortes, les pesticides n'en auraient pas? Mais tu sais, j'ai discuté hier avec un client à table, justement, pour faire la petite parenthèse. Et on parlait justement de toi. Et on disait, elle était en train de me dire que à chaque fois qu'elle découvrait une maladie ou un insecte sur ses légumes du potager qu'elle avait à côté de sa maison, le premier réflexe qu'elle avait, c'était d'envoyer le bacon ou le comment ça s'appelle, les produits des insecticides, le Roundup ou le machin, voilà. C'était parce que c'était la belle bouteille verte pour traiter ses légumes. On balançait les produits dessus pour enlever les insectes ou les maladies. C'était devenu, avant qu'on commence à rouspéter, c'était devenu dans le mode de vie de tout le monde de balancer du produit sur ses légumes. C'est exactement ça, c'est difficile de faire marcher arrière. Tu dis tout ce que vous avez fait jusque-là, c'était quand même assez stupide et il faut revenir en arrière. Les gens, je comprends qu'ils aient du mal à se dire j'ai toujours fait ça. C'est dur de changer une habitude aussi. Mais après, il est jamais trop tard pour changer sa façon de faire. Et c'est pour ça que c'est utile d'en parler, d'en reparler encore, même si on est souvent. La pêche, c'était le moment ou jamais, puisque c'est fait partie justement de ces produits surtraités. Donc, c'est bon à savoir. En bio. Non, mais c'est bon à savoir. Non, mais c'est bon à savoir. Donc la pêche, voilà, éviter, si le produit n'est pas bio, de croquer dedans, y compris même en lavant. Épluchez-la au moins, un minimum, épluchez-la bien. Ouais. Ça c'est bon à savoir parce que tu vois, j'ai jamais fait. Moi, je toujours croqué. Comme quoi. Nous allons te sauver la vie. Surtout pour les générations à venir, les enfants, donc éviter de leur faire manger dès le plus jeune âge des doses régulières de pesticides. On revient à la cuisine. Je sais pas si on peut ajouter quelque chose sur la pêche. Triste maintenant. David. Alors on va peut-être. On a encore un peu de temps. Bah oui, alors on peut dire que la différence entre le brugnon et la nectarine. Le brugnon, l'origine est française, c'est un mot français. C'est un croisement entre la prune, ça aussi. Alors je sais plus, j'ai pas retrouvé le croisement. C'est tardif, c'est 16e siècle. Que ça commence à apparaître, le mot apparaît dans la littérature en 16e siècle. Le brugnon, la chair reste collée au noyau. La nectarine, ça se décolle. La nectarine, l'origine est américaine. Nectarine, c'est un croisement ou pas? C'est un croisement aussi. Ah oui. Et la nectarine, elle arrive chez nous après la Seconde Guerre mondiale. Oh. Donc très tardivement. Mais elle a dû commencer à être cultivée. Enfin, le croisement a été fait, la sélection a été faite au 19e. Donc c'est un fruit quand même assez tardif. J'aime bien la nectarine aussi. C'est un fruit moi, frais. Je préfère la pêche parce que c'est plus juteux, c'est plus sucré, je trouve. Je sais pas si. Alors il y a la particularité de cette fameuse pêche pomme dont je vais encore reparler, c'est qu'elle a cette chair qui se colle au noyau et qui est vraiment très juteuse, malgré le fait qu'elle soit ferme. Ouais. Dès qu'on les laisse un peu mûrir et un peu se raffermir, elle est très juteuse. Donc, tu en goûteras. Des pêche-pommes dans tes paniers, peut-être. Bientôt. De l'Occitaverac bientôt. Donc, ce sera pour cet été. Bon, on se quitte, les amis. On se donne rendez-vous demain avec une nouvelle émission. À demain. Bonjour David. Salut à tous. Sébastien. Salut. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, en pleine forme. Alors, on a parlé de la pêche en ce début de semaine, mardi et mercredi. Aujourd'hui, on va parler de la prune. Donc, on reste dans les fruits. Et puis, c'est la même famille. Prunus, un genre Prunus où il y a plein de l'abricot se retrouve dedans aussi. Est-ce qu'on avait parlé de l'abricot? Je sais pas, il faut regarder dans les archives. Ouais, bon. Demain, Sébastien. Je me demande si le nom du village Prune, ça vient pas de. Ça vient pas de là d'ailleurs. Un endroit. Peut-être. Souvent dans les noms de villages, on retrouve. Le col du Prune. Ouais, exactement. Bon, il doit y avoir un lien, je pense. Moi, je suis né là, autant je peux demander. Ouais, tu peux. Alors, la prune, ça vient d'où? Alors, l'origine est inconnue. Peut-être d'Asie. Peut-être de Taverne. C'est probablement un fruit très ancien. On en retrouve dans des sites de fouilles à l'âge du bronze. Quelque chose qui ressemblera à la mirabelle. Et on sait que les Égyptiens la cultivaient et en mangeaient, parce qu'on en a retrouvé dans les tombeaux séchés. Oh. Il y a beaucoup de variétés, plus que on a évoqué pour la pêche qu'il y en avait à peu près, on en comptait 300, il y en avait sûrement plus. Là, on en dénombre au moins 2000. Pouf. Prunos, pareil.
Alors pruneau, c'est une variété de prune qu'on va sécher, tout simplement. En Corse, on était un des premiers producteurs de pruneaux. Hein. Je sais qu'à Pétré, on en plantait beaucoup et on exportait. Ouais. Mais je pense, d'après ce que j'ai compris, même du temps de l'Empire romain, on cultivait ce genre de fruits en Corse. Ah ouais. Les Romains la cultivaient en tout cas et voilà. Tu n'en as pas, toi? Si, c'est pareil. Alors, héritage de mon grand-père, à Tavers, il y a des quetch, des reine-claude et des mirabelles. Bon, c'était des vieux arbres en fin de vie dont on a pris des greffons et on a pris des porte-greffes. On a préparé plein de porte-greffes pour, dans les années à venir, pouvoir les greffer. Et j'en ai quelques-uns qui sont en place, qu'il a fallu tailler, qu'il a fallu remettre un petit peu en état. Donc j'aurai dans les années à venir une petite production, le temps que les jeunes plants commencent à produire. Et il y a d'innombrables variétés, des rouges, des jaunes, plus ou moins grosses, plus ou moins sucrées, dorées, vertes. Moi, je sais qu'à Bocognane, mon souvenir d'enfance, c'est sur les mirabelles, hein, les arbres chargés, pleins à craquer de fruits à peine plus gros qu'une cerise. Et où ma mère faisait les confitures, on récoltait les branches cassées, quoi. Ah ouais, tellement qu'il y en avait. Et est-ce que c'est aussi compliqué, on a vu en début de semaine, que pour la pêche, ce sont des arbres fragiles? Non, la prune est beaucoup plus simple, beaucoup plus résistante. D'ailleurs, on se sert souvent de certaines variétés de prunes en porte-greffe pour d'autres membres de la famille, comme pour les abricotiers, des pêchers. Le prunelier, par exemple, prunier sauvage, qui fait des petites prunes très astringentes. Je pense que vous en avez déjà mangé. On en trouve souvent à l'abandon, en fait, dans des vergers à l'abandon, on va trouver des pruneliers. À Bocognane, il y en a plein. Dans la vallée de la Gravonne, j'en trouve souvent quand je parcours les cours d'eau, le long des cours d'eau. Des arbres très très grands, chargés de fruits, avec des petites prunes violettes, avec pas beaucoup de chair et très très acides et astringentes. Le problème dans la prune, c'est le noyau. Le noyau. Ça arrive qu'on l'avale, hein. Sans faire exprès, alors sur les reine-claude moins, puisque la chair se détache bien quand elle est bien mûre. Sur la mirabelle, effectivement, il est assez collé. Donc ça va dépendre encore une fois des variétés. Hein. Plus elles sont grosses, plus c'est facile. Ça, c'est des fruits qu'on mange sur l'arbre, en fait. Ouais, c'est un peu comme la cerise. Hein. Ouais. Et pas besoin de trop traiter, là, comme pour la pêche. Non, c'est plus... Alors, il y a souvent des problèmes de parasitisme, hein, des petits vers. Moi, j'ai ça souvent sur la quetch. Je ne sais pas si c'est lié à la variété, mais c'est beaucoup sur cette variété-là, donc les fruits touchés, piqués et véreux. Moins sur la reine-claude, sur la mirabelle pas du tout. Ça dépend des années aussi. Les gels tardifs, s'ils arrivent au bon moment, qui gênent pas la floraison, peuvent empêcher le parasitisme. C'est le cas cette année. J'ai pas du tout de cerises abîmées. Donc tous ces arbres à noyaux, il y a des timings serrés au niveau de la floraison, de la pollinisation, de la fructification. Et quand c'est des bonnes années, c'est des arbres qui sont très généreux et assez faciles à cultiver. La prune, c'est encore plus facile que la pêche. Hein. Ouais. Ils repoussent très facilement à l'état sauvage. Vous prenez un noyau, vous le plantez. Et tu as des ruches près de chez toi? Il y a des ruches près de chez moi. Ah ouais. Et parce que là, il te faut du monde. Hein. Je les ai fait mettre. Alors, à Tavers, c'est pas un souci parce qu'il y a un apiculteur, donc de toute façon, il y a des grosses populations d'abeilles. Plus, il y a des particuliers qui ont des ruches. Moi, je lui ai laissé mettre. J'ai un ami qui a mis 2 ruches et un apiculteur qui a mis 2 ruches aux abords. Donc, du coup, c'est vrai que ça a un impact assez visible sur la pollinisation. Voilà. Après, c'est quand même plus facile et mieux un petit peu en altitude. Pour les reine-claude, pour les mirabelles par exemple. Après les variétés, les prunes rouges, quand j'habitais du côté d'Alat, il y en avait plein dans le village et elles donnaient assez bien. Je me rappelle les souvenirs d'enfance, pareil, les arbres chargés, on mangeait dessus. Donc on peut trouver une variété qui va pousser à peu près n'importe où. Et si on a un jardin, qu'on doit choisir un ornemental et qu'on n'a pas trop de temps à consacrer, c'est assez facile d'avoir un prunier qui va se développer bien sans qu'on s'en occupe trop. Donc en fait on prend un noyau, on le plante dans un pot ou alors directement même dans le sol. Nous on l'a fait dans le sol et ça marche très bien. Du coup on prend plusieurs noyaux pour être sûr de son coup. On va plusieurs arbres qui vont sortir. Les moins beaux on les enlève et ça doit nécessiter un arrosage quand même Si on l'implante en pleine terre, oui, on va l'arroser. Plus on l'arrose, plus on le bichonne, mieux il va grandir, plus vite il va croître, plus vite il va devenir grand. Meilleur est le sol, plus facile ce sera pour lui. Après, le prunier, il va se développer, il va réussir à survivre 4-5 ans dans un sol un peu dur où il n'y a pas beaucoup de fond, où il va arriver sur la roche. Après, il va avoir tendance à végéter, ça va dépendre. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Mais je pense aux gens qui ont des maisons à phare, basilica, tout ça, c'est facile de mettre des pruniers dans son jardin et d'avoir un arbre qui va se développer assez vite. Si on l'arrose, il donnera des fruits tous les ans. Il faut compter combien de temps à peu près? 6 ans, 7 ans, toujours pareil. C'est long, c'est ça le problème. Il faut être patient, hein, Si tu plantes un arbre quand tu es ton enfant,
De toute façon, les arbres, faut toujours penser que c'est un peu pour nous, beaucoup pour les générations Ah d'après. oui. Ouais. En cuisine, la prune, David, je sais pas si on l'utilise beaucoup. Mais finalement. ça ne soit plus trop les tartes aux prunes, Ouais. les Les clafoutis. les crèmes Oui, le brûlées. clafoutis. Tu en fais, mais ça n'a pas la côte. Je pense que les fruits comme ça, comme on disait tout à l'heure, ça se mange à la maison, ça se mange facilement, ça se mange autour de l'arbre. Même dans les salades de fruits, c'est rare qu'on Ouais, trouve de tu la en prune, trouves- hein, tu en finalement. trouves pas beaucoup. Par contre, on peut faire des bocaux pour l'hiver. Faire des fruits à l'eau de vie, les cerises, les prunes. Les Ça se fait en sorbet? Ouais. Oui, je peux faire un sorbet de prunes, bien sûr. Confiture. Confiture de prunes. Ah oui, c'est la très, confiture, très ça, oui. bon. Très très bon. Non, tu peux faire plein de choses. Mais c'est des fruits qui sont de notre enfance, qui sont liés un peu aux fruits en bocaux, aux fruits de confiture. Bon, moi, je suis confiant parce que justement, tous ces fruits, comme on dit, qui appartiennent un peu à notre passé, tout ce qui est un peu du passé a tendance à revenir vite à la mode. Et c'est vrai que cette période creuse de la prune qu'on a surtout retrouvée sur les étals comme fruit à manger l'été, peut-être reviendra en cuisine parce que. Et encore une fois, c'est pareil, hein, ça peut être à travers une variété un petit peu qui va sortir de l'ordinaire. Ou... Mais c'est injuste en une plus. sauce sucrée-salée, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est injuste parce que c'est un fruit. Alors, si j'ai bien compris, ça pousse facilement. Il suffit de mettre 2 ou 3 noyaux dans la terre, voire même dans un pot, et ça pousse. En arrosant un peu, c'est mieux. Si on n'arrose pas, normalement, ça marche quand même. Peu d'entretien, visiblement, au niveau des pesticides et tout, par rapport à la pêche dont on a parlé en début de semaine. Et néanmoins, on mange 100 fois plus de pêche que de prunes. Bah, c'est peut-être une question. Après, même au niveau global, il y a souvent des incitations où ça se fait tout seul sur des fruits qui ont une meilleure rentabilité. Donc on va vendre plus cher. Peut-être la prune se vend moins cher parce que c'est plus facile à cultiver. Mais donc il y a c'est plein de moins choses qu'on ne rentable. comprend pas. De toute façon, quand on essaie d'analyser le comportement de la consommation... Les producteurs disent que c'est parce que la demande est là, les gens mangent parce que c'est présent, pas forcément. Je pense pas qu'il y ait des mouvements de consommateurs qui s'organisent pour réclamer que les producteurs plantent des pêches. Hein. Qu'est-ce qui provoque le fait qu'on va planter plus de pêches dans une région, qu'on va faire de la monoculture? C'est la mode à un moment donné. Puis une fois que les arbres sont là, il faut bien ramasser les fruits. Puis après, le cours s'effondre, alors on arrache les arbres. C'est toujours compliqué, surtout sur quelque chose qui va mettre autant de temps à pousser. Ah oui, 7 ans, tu imagines. Enfin, pour les gens qui ont un petit bout de jardin, comme tu disais, même dans la région ajaxienne ou la région bastiaise, un petit bout de jardin, on peut plantes mettre 1000 mètres carrés, tout le monde devrait avoir au moins 6 ou 7 arbres fruitiers. Ouais. Alors, on incite en tout cas, on fait de la pub. On fait la pub. Allez-y. On se donne rendez-vous demain, les amis, pour la dernière émission de la semaine. Au bar à coucou, l'abricot demain. Pour les amis, salut David. Bonjour. Sébastien. Bonjour. On termine cette semaine très fruitée, très juteuse et sucrée avec l'abricot aujourd'hui. Ah, je pensais pas que tu allais dire ça, tu vois. Tu pensais que j'allais dire quoi? Je pensais que tu allais faire une dédicace. Ah oui, au fait. Alors, les amis, nous avons une auditrice, nous devons à tout prix lui faire un petit clin d'œil, parce que sinon, il va se fâcher. Ah oui. Elle s'appelle on Justine, nous a mis la pression. semble-t-il. Alors, Justine, qui est une fidèle auditrice Anto, tu peux faire une petite dédicace. Oui, on embrasse Justine qui nous écoute tous les matins dans Je son sais petit de source véhicule de la sûre qu'elle a Poste. acheté mes fraises hier. Ah, Oui, tu oui, vois. oui. Donc cette émission sert à quelque chose quand même. Voilà. Elle cherchait des fraises désespérément samedi dernier pour faire un wedding cake. Et j'ai dit, va à Lauria ou à Biocoupe pour trouver les fraises de Sébastien. À Biocoupe. Voilà. Donc, Justine, on t'embrasse. Voilà, il faut venir nous voir dans le studio maintenant. Hein, Pour la dernière, on peut l'inviter. Ouais, mais pourquoi pas. Hein. On attend Justine de pied ferme. Allez, on passe à l'abricot avec l'origine. Je crois que c'est arrivé assez tard en Europe. En Europe, ça arrive tard. Par contre, comme tous les autres fruits en Chine, c'est il y a longtemps. Ça vient de Chine aussi. Ça vient de Chine. Décidément. Et à l'état sauvage, il y a 5000 ans en Chine, déjà. Devinez qui c'est qui l'a introduit en Occident? Alors tu dis 14e siècle? Non, plus tôt que ça. L'introduction en Occident, c'est plutôt que ça. En Occident, je sais pas. Pareil que pour les pêches, si t'as bonne mémoire. Les pêches, pas Alexandre. Eh oui, encore Alexandre, une fois. Alexandre le Grand qui le fait venir, qui l'introduit en Occident à travers la route de la soie. D'accord. Alex. Donc Ensuite, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ, on rappelle. Hein. Ensuite, c'est dans le monde arabe qui va être diffusé en Méditerranée. Et d'ailleurs, le mot, étymologiquement, il traverse plusieurs langues, il est modifié, et dont l'arabe. Le mot tel qu'on l'a vient en partie du mot arabe. Ah oui. Voilà. Encore son du Ubarakoukou. Voilà. L'abricot. En tout cas, il y en a beaucoup chez nous, des abricots. Ouais.
C'est bien Ça répandu. ça fait un arbre assez massif, hein, l'abricot. L'abricotier peut devenir grand. Ouais. Et moi, je pense que. Alors, il y a des variétés qui doivent être plus petites, parce que j'ai vu des abricotiers moins massifs, j'en ai vu des plus grands. Il doit y avoir probablement un bon millier de variétés dans le monde. Encore une fois, on n'en cultive pas beaucoup chez nous. Ouais. Mon père, il en avait planté un, il était aussi grand qu'un. Tu sais, ces mûriers platanes. Oui. Tu vois, c'est ce tronc assez large. Mais il avait pas beaucoup donné de fruits d'ailleurs. Et on en parlait tout à l'heure en off avec Anto. Et peut-être plus c'est gros, moins ça donne de fruits, on dirait, non? Non, c'est pas un facteur. Il peut y avoir plein de raisons qui peuvent venir à la fructification. Donner 3 abricots par an, tu vois, un truc. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas beaucoup. Hein. Question de variété, l'emplacement, le sol, le manque L'exposition. d'eau, l'exposition. Il faut du soleil pour un abricotier. Ouais, il faut de la chaleur. Il faut de la chaleur. Il faut de la chaleur et une bonne exposition. Même s'il va pouvoir supporter, t'as vu, il y en a. Hein. Du vent. Donc il va supporter un petit peu le vent, il va supporter un peu le froid aussi. Parce que nous on a quand même des gelées. Il faut pas qu'il gèle au printemps. Parce que ça, quand tu fais un verger, finalement, il faut bien penser à l'orientation. Il faut bien penser. Mais pour tout, il faut. Les arbres fruitiers ont quand même besoin de lumière. Donc tu peux pas planter un arbre fruitier à l'ombre d'un autre arbre si tu veux qu'il donne beaucoup de fruits. Il pourra donner des fruits. Hein, tu peux greffer un poirier ou un pommier sur une aubépine qui va réussir à se développer sous un autre arbre. Il donnera quelques fruits, ça fera un arbre nain. Mais si tu veux manger beaucoup de fruits, ce sera pas la bonne solution. Donc en fait, il faudrait presque une clairière pour planter un verger. Si on veut optimiser, si tu veux, pourquoi on fait des vergers en monoculture avec des arbres taillés tout uniformément? Parce qu'on veut optimiser le rendement. Donc si tu veux beaucoup d'arbres, on connaît la recette, il faut qu'il y ait le maximum de feuilles qui prennent de la lumière et donc ils sont taillés en couronne. Et après, si tu veux un arbre qui va aussi te servir un peu d'ornement et que tu veux laisser un peu vivre, tu le tailles pas trop, ou il y en a qui taillent pas du tout. C'est vrai que quand on taille un arbre, on raccourcit sa vie aussi. C'est obligatoire, tailler un arbre pour le jardinier du dimanche. Il y a quelques arbres fruitiers. Pas obligatoire. Après, c'est une question d'accès. Si on taille pas un cerisier, il monte. Ah oui. Et après, on a du mal à récolter. Ouais. Si on taille un arbre, on peut tailler pour qu'il fructifie plus, on peut tailler pour qu'il fasse plus d'ombre. C'est pas obligatoire. Mais tu lui réduis sa durée de vie en le taillant. Bah oui, quand tu blesses un arbre, il faut qu'il cicatrise ses plaies. Il peut avoir des maladies. Moi, on me disait, on m'avait dit à l'époque, quand j'avais fait ma formation, à chaque branche que tu coupes, tu lui enlèves un an. Mais moi, j'ai vu sur les arbres coupés mettre un peu de cire. Oui, on peut mettre de la cire, il y en a qui mettent de l'argile, il y en a qui mettent du cicatrisant qu'on achète dans le commerce. Ouais. C'est un double effet. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait des maladies qui se développent, des champignons, des bactéries qui se développent. C'est pour ça qu'ils bouchaient avec la cire. On bouche. Mais on peut faire aussi un capuchon bien étanche, humide et chaud, sous lesquels les bactéries vont pulluler. Comme tu dis, finalement, c'est comme une plaie qu'il faut cautériser. Sinon, si on sait pas tailler, il vaut mieux éviter. Parce qu'il y a une façon de tailler. Il y a une façon de tailler, il y a ce qu'on appelle des petits bourrelets d'écorce, c'est des petites zones sur l'arbre un petit peu renfoncées, hein, c'est un peu comme la matrice d'un ongle. Si on coupe à ras de ça sans l'abîmer, l'arbre va cicatriser facilement parce que c'est par là qu'il va se refermer. Si on laisse un petit chicot dépasser, un petit moignon, ce moignon va pas pouvoir cicatriser, il va pourrir et la pourriture va rentrer à l'intérieur du tronc. Donc ça c'est un métier. Hein, c'est un métier. Alors pour un arbre fruitier, on peut apprendre à le faire facilement. On trouve des conseils sur internet ou dans les livres. Hein, tu devrais faire des tutos sur internet, comment tailler un arbre. J'y pense dans mes nuits d'insomnie. Attends, moi je donne des idées. Je vais devenir youtubeur, je vais gagner ma vie comme ça. Alors on va revenir à la prune. À l'abricot d'ailleurs. Alors, il arrive en Europe, en Italie, il se développe vers le 14e. Et je pense logiquement, comme tout ce qui se développait en Italie, que chez nous en Corse, il a dû arriver un peu à cette période-là, ou un tout petit peu plus tard. Et ensuite, de toute façon, on le retrouve partout dans l'Europe, on le retrouve partout dans le monde. Il y a quelques variétés qui sont célèbres, hein, l'abricot du Roussillon. J'ai oublié, j'ai perdu le nom de mes variétés. Je vais prendre mon aide-mémoire sur internet. Bon, en attendant, David, toi, l'abricot en cuisine, est-ce que tu t'en sers beaucoup Oui, pour faire des tartes. Des tartes à l'abricot, des clafoutis à l'abricot. Et j'aime bien faire une recette que je fais depuis longtemps. C'est quand tu as des abricots qui sont bien mûrs, que tu coupes en deux, tu ôtes le noyau, tu prends du sucre roux, et tu viens le caraméliser comme tu caraméliserais une crème brûlée, tu sais.
Donc ça va faire un petit côté caramel et croustillant. Et tu sers ça avec une petite boule de glace ou une crème à la vanille. C'est très facile à faire. Et tu as une texture qui est sur le fruit. Toi, tu aimes les fruits plutôt juteux, mais là, tu as le fruit un peu plus gras, un peu plus soyeux, un peu plus je dirais, consistant. Et là, tu as la consistance de la caramélisation. Tu as ce goût sucré qui se développe et tu peux l'agrémenter avec un coulis de fruits. Tu pourrais l'agrémenter avec un coulis de pêche. Tu pourrais l'agrémenter avec une petite crème anglaise. C'est assez facile à réaliser, assez simple à mettre en œuvre. Ensuite, tu peux faire tout ce qui est purée de fruits pour faire un sorbet, pour faire une crème à l'abricot, pour faire un sorbet ou une glace. Et tu peux aussi l'agrémenter avec des aromatiques. Moi, j'aime bien mélanger l'abricot avec le basilic. Voilà, donc tu peux faire plein de choses. Est-ce qu'on peut faire une sauce, je me demande si j'ai pas déjà goûté ça une fois, une sauce à l'abricot pour mettre sur de la viande? Oui, on peut faire ça. J'utilise souvent les abricots secs, moi, pour faire ce genre de sauce. Abricots secs moelleux. Et ce genre de sauce peut être mélangé avec du miel ou un épice que vous aurez choisi. Et tu as raison, faire cette sauce à l'abricot pour un magret, pour une bonne côte de porc, une côte à l'os. C'est toujours sympa de faire un sucré salé avec l'abricot. C'est vrai que le magret va souvent avec du sucré. Hein. Oui, le magret appelle le sucré. Bon, elle appelle aussi le poivre souvent. Mais ça marche très bien, le côté magret avec le côté des fruits. Mirabelle, on en parlait, framboise, abricot, ananas. Ça marche bien. Mais notre porc noustral marche aussi avec ses fruits. Eh oui. Alors, Sébastien, est-ce qu'on peut conclure sur l'abricot? C'est un peu pareil que la prune et la pêche. Hein. C'est très facile de prendre un noyau, de le mettre dans un pot au moment où la manger et d'attendre l'année d'après, voir s'il y a un petit arbre qui sort. À ce qui paraît, c'est l'un des plus faciles avec la prune en partant du noyau. Donc je pense aux gens qui viennent d'emménager, qui viennent d'avoir leur maison, qui ont leur petit terrain, et celui-là vous pourrez dire c'est mon arbre, c'est moi qui l'ai planté. C'est pas aussi fragile que le pêcher, même si c'est sensible à la cloque. Après, je sais qu'il y a des maladies que je maîtrise pas bien, comme la gomose, ou quand l'arbre commence à cracher de la sève épaisse, comme de la colle. Ce qui paraît, quand on a ces signes-là, l'arbre est en fin de vie. J'ai déjà vu ça. Voilà. Mais c'est pas non plus un arbre, c'est un arbre assez généreux quand même, hein, quand il a les bonnes conditions. J'ai souvent vu vers Basilica ou là où j'habitais avant, vers Volpatch, des abricotiers chargés de fruits avec des... Il faut de l'espace entre chaque arbre. Il faut de l'espace entre chaque arbre. Plus on va laisser de l'espace, plus l'arbre va pouvoir capter de lumière, plus il va pouvoir se développer. Sûr, hein. On parle de 5 mètres au moins entre chaque arbre. C'est valable pour tous les... ça dépend des arbres, ça dépend des... Mais c'est un minimum, je pense que plus ils sont grands, plus ils montent haut. Les agrumes, tu peux peut-être les serrer un petit peu plus. Les abricots, comme tu le dis, peuvent devenir très grands, donc il leur faut de la place. Il vaut mieux avoir peu d'arbres où on va pouvoir bien circuler dessus ou bien pouvoir récolter que serrer beaucoup d'arbres et des arbres qui vont végéter. Donc c'est le bon plan quand même, hein, l'abricotier, tout comme la prune. Ils appartiennent tous au même genre, donc il y a une raison. Hein, à part le cerisier qui va plus préférer quand même la montagne, mais tous les gens qui sont en climat plutôt pas trop loin de la mer, tout le pourtour argeccien, c'est vraiment un arbre facile à cultiver. Enfin, si les gens vont planter tout ce qu'on leur a dit cette année, c'est clair que là, c'est le but. il leur en faut de la place. Hein. Là, ça semble simple. On mange une prune, on mange un abricot, on va dans le jardin, on le plante. On met un petit coup d'arrosoir de temps en temps, et peut-être qu'on aura une belle surprise rapidement, même s'il faut attendre 6-7 ans pour avoir des fruits. Hein. Et de toute façon, la maison en général, quand on l'achète ou quand on la construit, c'est pas pour 1 ou 2 ans. Donc... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et peut-être que dans quelques années, des auditeurs nous appelleront en nous disant merci, grâce à vous, ma retraite est fruitée. Voilà. Et bien voilà, les amis, cette semaine se termine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La saison est presque finie. Hein. Il ne reste plus que 2 semaines. 2 semaines d'émission. Et puis ensuite, ce sera les vacances, sauf pour ceux qui bossent. Hein, pour ceux qui bossent. Et toi, ça va être la saison dure. Et pour toi aussi, Sébastien. À bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao, ciao.